L'essentiel politique ce matin, c'est Fabien Roussel. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous, député du Nord, secrétaire national du Parti communiste. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour. Bonjour Oriane, bonjour Fabien Roussel. Bonjour. On va évidemment parler du discours de politique générale de Gabriel Attal auquel vous avez assisté hier. Fabien Roussel, si vous deviez le résumer en une phrase, ça serait laquelle? Un discours qui culpabilise les Français. C'est comme ça que vous l'avez vécu? Bah oui. S'il y a du chômage, c'est à cause des chômeurs. S'il y a de la pauvreté, c'est à cause des bénéficiaires du RSA. Et si on n'arrive pas à trouver des médecins, c'est à cause des Français qui prennent trop de rendez-vous et qui viennent pas. Bref. C'est pas un peu caricatural? Ah bah, c'est ce que j'ai entendu, excusez-moi. Enfin, si ça va mal, c'est à cause de nous et c'est pas de sa faute. Et c'est comme la smicardisation de la France. Le nombre de smicards est passé en France de 12% en 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, à plus de 17% aujourd'hui. C'est quand même pas de notre faute, hein. C'est quand même un petit peu le résultat de leur politique. Donc les Français ont bien du mal à joindre les deux bouts, à élever leurs enfants, à payer leurs factures, mais c'est toujours de notre faute, et ça commence à bien faire. Alors hier, vous avez dit, c'est pas Gabriel Attal, c'est Gabriel Thatcher. On est quand même loin de la poll tax, qui a été qui a valu le départ de la première ministre britannique. Vous forcez pas un petit peu le trait sur Gabriel Thatcher? Mais ce qui m'a marqué dans le discours qu'il a prononcé hier, c'est qu'il est allé même plus loin dans le discours libéral que celui auquel je m'attendais. Par exemple, ils ont décidé, ça je ne l'avais pas vu arriver, ils ont décidé de déshabiller la loi SRU, la loi qui impose aux communes de construire 25% de logements sociaux pour pouvoir répondre à la crise du logement qu'il y a dans notre pays. Et si ces communes n'atteignent pas ces 25%, elles payent une amende. Et il y a aujourd'hui des communes plutôt tenues par la droite et des communes très bourgeoises qui sont fières même de payer cette amende. C'est un coup de canif dans le contrat républicain. Alors, lui, il a dit qu'il fallait intégrer dans ce calcul les logements intermédiaires qui bénéficient aux classes moyennes. Enfin, plus qu'aux classes moyennes. Ce sont des logements qui ne sont pas subventionnés, justement, pour pouvoir accueillir des familles, des classes modestes, des classes populaires, des travailleurs, des aides-soignantes, parce que c'est ça aujourd'hui. Hein. Eh bien, voilà, ils n'auront plus l'obligation de construire ces 25% de logements sociaux pour ces familles-là. Et mais ça, vous vous rendez compte la crise du logement qu'il y a dans notre pays. Et je ne sais pas où ils vivent. L'année dernière, en 2022, en 2023, la France a construit entre 80 000 à 90 000 logements sociaux, quand l'objectif était d'en faire 150 000. On est en dessous de tout. Il y a plus de 2 millions de Français qui sont en attente d'un logement social. Et on n'en a pas parce qu'ils n'en construisent pas. Et c'est pas de la faute des bailleurs, c'est de la faute de l'État qui a augmenté la TVA, qui l'a fait passer de 5,5 à 10, qui leur ponctionne aux bailleurs plus d'1 milliard tous les ans. Et donc forcément, les bailleurs sont étranglés. Moi, je le vis dans ma commune de Saint-Amand-les-Eaux, dans les communes des villages de ma circonscription. Les bailleurs ont bien du mal à programmer des opérations de logement. Donc là, avec les annonces de M. Attal, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un discours qui est très libéral, c'est qu'il est allé plus loin sur des secteurs comme le logement, qui était déjà en crise, qui est un des secteurs qui doit faire le plus d'efforts, notamment pour le défi climatique, c'est-à-dire la rénovation thermique des logements, etc. Mais allez hop, c'est l'économie de marché qui va prendre le pouvoir, et je trouve que ça, sur ce sujet-là du logement, c'est extrêmement grave. Lui a axé son discours sur les classes moyennes, en disant c'est elles qui ont besoin aujourd'hui qu'on s'intéresse à elles et qu'on les aide. Est-ce que la gauche, dans les années précédentes, n'a pas un peu oublié ces classes moyennes, ce qui a nourri par exemple une partie du mouvement des Gilets jaunes vous savez, moi je suis secrétaire national du Parti communiste français. Ouais. Et donc je rends compte de la politique et des propositions que mon parti a défendues ces dernières années. Et j'ai été élu en 2018, à peu près en même temps qu'Emmanuel Macron, lui, est devenu président de la République. Donc j'ai vu ce qui s'est passé, ce qui se passe dans mon pays depuis cette période, et ce que nous avons défendu, ce que nous voulons pour le monde du travail, pour les retraités, pour la jeunesse de notre pays. Nous nous battons, nous, pour que l'ensemble des salaires soient indexés sur l'inflation. Et que pour tous les Français qui travaillent puissent vivre de leur travail. Nous faisons de ce combat contre la vie chère et pour la dignité du monde du travail le cœur de notre projet de société. Reconstruire une France du travail où chacun puisse vivre de son métier, de son travail, en tenant compte de l'ancienneté et des compétences. On a un gouvernement qui, depuis cette date,
depuis 2017, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé, qui a complètement déshabillé la France du travail. Il a précarisé le travail. Il a smicardisé le pays. On est à plus de 3 millions de personnes vivant au SMIC. Et ceux qui sont au-dessus du SMIC ne voient pas leur salaire augmenter. Nous avons aujourd'hui des Français qui doivent travailler 2 ans de plus avec la réforme de retraite passée à 64 ans. Nous avons combattu ces mesures d'injustice sociale et nous avons nous avons fait des propositions pour reconstruire une France du travail et ces propositions ont été balayées d'un revers de main. Et le bilan, il est là aujourd'hui. Sans parler de notre agriculture, mais je pense qu'on va y revenir. On a un pays qui est complètement passé à la moulinette des politiques libérales. Mais pardon, mais sur le SMIC, il est allé exactement dans le sens de votre discours. Il a dit qu'il fallait désmicardiser la France, qu'on avait le record, en tout cas par rapport à nos voisins, qu'il y avait trop de gens qui étaient proches du SMIC et qu'il fallait changer tout ça. Est-ce que là-dessus, c'est un bon message? Mais c'est quoi le message? Il fait le constat du bilan de sa politique. Oui, mais que du coup, il fallait faire évoluer les salaires proches du SMIC. Quand il dit désmicardiser la France, c'est ce que ça veut dire. Il n'y a qu'à Foc. Hein, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il met sur la table? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Sur le constat, vous êtes d'accord? Enfin, le constat, c'est nous qui le faisons. Vous avez entendu la campagne que j'ai lancée il y a quelques semaines, où j'ai invité les Français à nous envoyer leurs fiches de paye, que je vais porter à Matignon samedi 3 à 13h. Je serai reçu à Matignon pour montrer... Par Gabriel Attal? Par son directeur de cabinet, pour pouvoir montrer l'ensemble des fiches de paye que j'ai reçues de toute la France. Et j'ai rencontré Gabriel Attal jeudi dernier, je lui ai dit que je porterai tout ça et il verra. Lui montrer et donc je vais lui montrer des fiches de paye où les gens sont au SMIC ou au-dessus du SMIC, où l'ancienneté n'est pas prise en compte. Donc j'ai par exemple une caissière d'une grande surface qui depuis 35 ans est à 1550 €. D'accord? C'est au-dessus du SMIC. Concrètement, qu'est-ce qu'il va faire pour cette personne, pour cette salariée? Est-ce que le SMIC est-ce que son salaire va augmenter? Est-ce que l'ancienneté sera prise en compte? J'ai rien entendu dans ses propositions. Il fait un constat. Il dit qu'il faut réformer le système et que ça sera fait dès le prochain budget. Ouais, non, mais réformer le système. Oui, nous, on demande de le réformer, le système. On demande d'indexer les salaires sur l'inflation. On demande à ce que l'ancienneté soit prise en compte. On demande à ce que les compétences soient aussi prises en compte. J'ai reçu une fiche de paye d'une chercheuse. Bac plus 8. Bac plus 8, c'est plus qu'ingénieur. Bac plus 8. 8 ans d'ancienneté, 2700 € net. Ça ne paye pas les compétences. Et après, on s'étonne que nos jeunes cerveaux s'en vont à l'étranger et aux États-Unis. Mais ils ne sont pas rémunérés à la hauteur de leurs années. Mais il appelle aussi les entreprises à le faire. Dans les négociations de branche, il dit qu'il n'exclut aucun moyen pour, au final, parvenir à désmicardiser la France. Pour vous, c'est du vent. Mais c'est des paroles. C'est Dalida qui est à Matignon, excusez-moi. Mais je n'ai rien entendu de concret. Qu'est-ce que les Français vont retenir de son discours hier soir? Est-ce qu'ils vont s'en sortir avec plus d'argent dans le porte-monnaie? Est-ce qu'ils vont avoir gagné plus? Rien. Il y a eu des choses concrètes. Zéro. Si, allez, non, les AESH. Sur la fonction publique, par exemple. Les AESH vont être pris en charge par l'État pendant les heures de midi, le périscolaire. Oh là là, ça la gauche... Sur les aides pour les enfants handicapés scolarisés. La gauche le demandait. Il nous a entendu, ça a concerné. C'est bien pour les AESH, tant mieux. Et pour les maires qui payaient parce que l'État ne voulait pas payer. Sur la fonction publique, la prime au mérite, ça va quand même permettre d'augmenter les salaires. Alors ça, si c'est pas de la politique à la Thatcher, la prime au mérite pour les fonctionnaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Non, ça veut dire que M. Attal considère que les fonctionnaires ne sont pas méritants. Hein, ça veut dire ça, le message. Ça veut aussi dire peut-être qu'ils sont méritants et qu'ils vont dépenser le mérite. Et ensuite, c'est aussi peut-être ça. S'il faut récompenser les fonctionnaires, il faut augmenter leur point d'indice qui a été gelé pendant plus de 10 ans. La réalité, c'est qu'eux aussi, dans la fonction publique, les salaires ont été gelés. Gelés. De combien? 2,5. Ils ont perdu 10 points. Et ils ont augmenté de 2,5. Donc, ils étaient gelés depuis François Fillon. Vous ne pouvez pas reprocher à Emmanuel Macron de ne pas avoir dégelé depuis. Oui, d'accord. Enfin, on n'a pas été dégelé par la gauche. On est loin de... Et ça ne vous aura pas échappé que nous avons contesté la politique de François Hollande, qui a gelé le point d'indice, qui a supprimé la demi-part des retraités, qui a fait du mal lui aussi au porte-monnaie des Français. Maintenant, j'en viens à la prime au mérite. Alors là, je veux voir. Qu'est-ce qu'il va dire aux policiers pour être méritant?
Qu'est-ce qu'il va dire aux infirmières dans les hôpitaux publics pour être méritantes? Qu'est-ce qu'il va dire aux enseignantes pour être méritantes? Ça va être quoi? De faire des heures sup? Ils en font déjà. Aux infirmières, ça va être de travailler plus. Elles travaillent déjà beaucoup plus, et c'est pour ça que beaucoup d'entre elles démissionnent. Aux policiers, à qui on va demander d'être mobilisés pendant les Jeux Olympiques. Ça a déjà été plus ou moins mis en place. Oui, mais enfin, vous vous rendez compte un petit peu de ce que ça veut dire dans les têtes de ces millions d'hommes et de femmes qui, pour beaucoup les fonctionnaires, je pense notamment à celles qui sont en catégorie C dans la fonction publique d'État ou territoriale, les catégories C, c'est 1 500, 1 600 € net par mois, à travailler 39 heures. Hein. Mais on se dit, ça peut permettre de l'augmenter, c'est ça Mais à partir de quelle base? Le mérite, c'est quoi? Ça veut dire, quand on est malade, de venir travailler? Ça veut dire de faire des heures sup, ça veut dire de sacrifier ses vacances, mais c'est ça, c'est ça ne pas respecter le monde du travail. C'est ça, dire aux Français, c'est de votre faute si ça va pas, vous travaillez pas assez, donc on va vous mettre un petit coup de schlag pour pouvoir gagner un peu plus, et sinon vous continuerez à manger votre pain noir. Pour rester dans ce domaine, qui est proposé la réforme, par le Premier ministre. Il a dessiné les contours d'une réforme de l'assurance chômage aussi. Vous êtes inquiet aussi par rapport à ça? Ça fait partie du discours culpabilisant que j'ai entendu. Il y a 7% de taux de chômage dans notre pays et il y a des entreprises qui ne trouvent pas à recruter. Donc l'équation est simple, c'est de la faute des chômeurs qui se complaisent dans le chômage comme s'ils se complaisaient dans le chômage. Et donc on va réduire encore les indemnités. Il y a aujourd'hui à peu près moins de la moitié des personnes au chômage qui perçoivent des indemnités, déjà. Ça veut dire qu'il y en a la moitié qui ne les perçoivent pas, ces indemnités chômage. Donc, ils n'en profitent pas du système. Ils ne touchent rien. Ils sont sortis des chiffres du chômage. Qu'est-ce qu'il va faire de plus? Il va les forcer à aller travailler comment? Il n'y a pas de politique incitative qui tire par le haut la France, qui tire par le haut les Français et le monde du travail. Nous avons autour de notre pays des pays comme la Belgique, comme l'Allemagne, comme le Luxembourg, comme la Suisse, où les salaires minimums sont beaucoup plus élevés que ceux des Français, où le SMIC, l'ensemble des salaires sont indexés sur l'inflation comme en Belgique. Ce sont des pays qui grandissent et qui produisent plus de richesses parce que le travail rémunère. La France fait le choix inverse, c'est de tirer par le bas du coût du travail et d'appauvrir les travailleurs, les Français et la France au final. Ils ont fait le choix de défiscaliser le capital et d'appauvrir le travail. Et c'est ce que nous subissons depuis, au-delà de la politique d'Emmanuel Macron. Mais c'est le coup d'accélérateur qu'a fait Emmanuel Macron, c'est de défiscaliser le capital et de ne pas rémunérer le travail à la hauteur de ce qu'il produit. Quel lien vous faites entre la rémunération du travail et les gens qui restent au chômage? C'est-à-dire que des gens restent au chômage parce qu'ils ne sont pas assez bien rémunérés? Écoutez, quand je rencontre les agents de Pôle emploi de ma circonscription, où il y a un taux de chômage qui est un peu plus bas que dans la moyenne, à Saint-Amand-les-Eaux notamment. On fait une politique pour attirer les entreprises, etc. Mais on a un taux de chômage qui est autour de 5-6%. On a des entreprises qui ont du mal à recruter, mais dans des secteurs où c'est difficile et où les salaires restent bas. Je pense à la restauration. Quand on doit travailler 3 heures le midi, rentrer chez soi et retravailler 4 heures le soir, rentrer à minuit pour 1 400 ou 1 500 € net, il y a quand même un problème. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui font le choix de rester au chômage parce que ces métiers ne sont pas assez bien rémunérés. Mais complètement, parce qu'ils en vivent mal. J'ai rencontré dans ma permanence une jeune femme de 4 enfants, et ça c'est un sujet, les mamans isolées. Une jeune femme avec 4 enfants, qui s'inscrit pour faire une formation pour être cariste, pour travailler dans les entrepôts. Courageuse, madame. Eh bien, elle a perçu et elle est fière parce qu'elle a eu son CACES, elle a eu son diplôme. Elle a perçu 700 € de salaire pour faire cette formation. 700 € par mois pour suivre cette formation. Pendant cette formation, elle a mis ses enfants à la cantine. Et elle doit aujourd'hui payer 300 € de cantine pour ses enfants. Elle m'a dit, j'ai pas encore reçu la garderie. Parce que pour faire cette formation, elle a mis ses enfants à la cantine. Et elle vient me voir en me disant, comment je fais pour payer? C'est concret, ça.
Enfin, si on veut inciter les gens à s'inscrire dans une démarche où on retrouve, où on renoue avec le travail, un projet professionnel, où on va se former, on doit payer la formation comme un emploi permettant de vivre. On doit aider les mamans isolées à pouvoir mettre leurs enfants à la garderie, à la cantine, sans que ça leur fasse perdre beaucoup de salaire. Ils vivent hors sol, ces ministres. Ils ne connaissent pas ces cas-là. Sur la réforme de l'aide médicale d'État, il a confirmé qu'elle aurait bien lieu, mais par voie réglementaire. C'est-à-dire que le Parlement n'aura plus son mot à dire. Est-ce que vous le regrettez ? Bien sûr, ça continue. Mais d'ailleurs, il n'y a eu aucun mot sur le 49.3. Mais l'Assemblée nationale, comme le Sénat, va être dépouillée de ses prérogatives. Ça ne me surprend pas. Enfin, je veux dire, c'est dans leur méthode. Au lieu de chercher à construire des compromis pour trouver le moyen de construire la loi avec l'ensemble des parlementaires dans la diversité de leurs opinions, et au regard des immenses défis qu'on a à relever, ils font le choix de la brutalité et de décider seuls. Et avec un gouvernement, enfin, excusez-moi, mais enfin... entre des ministres qui cumulent des portefeuilles, la santé et le travail pour l'une, l'éducation et le sport pour l'autre. Pas pour longtemps. C'est le prochain remaniement. Oui, j'attends. Mais vous auriez souhaité rouvrir un débat sur l'immigration, parce que c'est ça, si la réforme de l'AME était repassée devant le Parlement. Ce sont des sujets qui méritent d'être débattus, parce que ce débat, au moins, permet de nourrir l'opinion publique aussi, pour savoir ce qui se passe, la réalité des chiffres, les conséquences. Quand un texte arrive à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il y a toujours des rapports qui font des projections sur ce que ça va coûter, quel impact ça va avoir sur la société, sur le pays. Et donc, la moindre des choses, c'est qu'on soit éclairé sur des réformes qui sont importantes, et notamment sur l'AME. Moi, j'ai en mémoire cette magnifique tribune des médecins qui sont les premiers à dire « n'y touchez pas », puisque ça va mettre en cause l'état de santé du peuple, des Français. Parce que ça porte atteinte à la santé publique. L'ensemble de la gauche est opposé à la réforme de l'AME. Est-ce que vous allez avoir les moyens de vous y opposer si ça ne passe pas par le Parlement ? Et quels peuvent être les moyens de s'opposer à cette réforme ? Vous n'aurez pas votre... Voilà. Vous n'aurez pas votre mot à dire. Non, c'est le propre d'un régime autoritaire, si vous voulez que je vous dise. Mais non, mais comment on fait ? Comment ils font les agriculteurs pour se faire entendre ? Alors justement, sur la crise agricole... Et quand attendez, excusez-moi. Et quand moi, au mois de septembre, j'ai dit, parce que j'étais en colère de rien voir arriver sur les salaires, sur les factures d'EDF, d'électricité, et que j'ai dit, si ça continue, et pour se faire entendre, on va envahir les préfectures, oulala, levée de bouclier, surtout, non, c'est pas bien, restez chez vous. Non, mais soyez sages, vous pourrez pas voter, vous aurez du 49.3, on va vous taper dans le porte-monnaie, mais restez chez vous et fermez-la. Je crains pour mon pays, je crains pour la démocratie, et c'est bien pour ça que j'appelle à un sursaut. J'appelle à ce que les Français se mobilisent. Et que, de quelle manière là ? Aujourd'hui, on a une mobilisation des agriculteurs qui est juste, qui est saine, et qui est en plus faite de manière, globalement, très largement, pacifique, familiale. Autour des barbecues, sur les autoroutes. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi ils ont peur de tous ces barbecues autour de Paris, c'est plutôt sympathique. Eh bien, on pourrait tous s'y retrouver. On pourrait vous appelez l'ensemble des Français ? On pourrait avoir une mobilisation populaire, citoyenne, autour de nos agriculteurs. Vous appelez l'ensemble des Français à aller les soutenir sur les points de blocage ? J'appelle à la convergence des colères, parce que le Premier ministre, hier, n'a rien annoncé de concret pour les Français, pour les agriculteurs, attendez, mais en plus de ça, il confirme la hausse des factures d'électricité à partir du 1er février, la hausse des franchises médicales, et pour les communes, les impôts fonciers vont aussi augmenter en 2024. Mais elle doit prendre quelle forme ? Elle doit prendre quelle forme, cette convergence des colères, pour vous ? Qu'est-ce que vous dites aux Français ? J'ai vu que le syndicat CGT appelait... lui aussi à ce que les salariés se mobilisent, parce qu'ils ne voient rien venir dans les négociations salariales. Et donc c'est quoi, grève générale ? Moi, ce que vous appelez... Je n'ai pas dit ça. Non, mais on n'appuie pas sur un bouton pour avoir la grève générale. C'est bien pour ça. Mais quel est votre souhait ? C'est bien pour ça que je vous dis que moi, personnellement,
moi personnellement, et nous, les communistes français, on appelle à ce que les Français s'unissent dans la diversité de leurs professions, de leurs opinions, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de peser contre ce gouvernement. Donc quand je dis s'unissent, ça veut dire que si demain, les agriculteurs font le choix d'appeler les Français à les rejoindre pour peser plus sur le gouvernement, il faut que nous soyons prêts à y aller. Et je laisse les agriculteurs et les organisations syndicales décider de leur mode d'action. Je l'ai toujours fait, y compris sur la réforme des retraites. Nous n'avons jamais été au-delà pour leur dire comment il fallait faire. Mais est-ce que vous encouragez un blocage de Rungis, par exemple ? Je souhaiterais qu'on puisse tous se retrouver pour que l'on puisse peser sur ce gouvernement. Les hausses des factures d'électricité vont peser sur les exploitations agricoles. Ils le disent eux aussi. Ajoutez à ça la hausse des mutuelles. Enfin, les mutuelles, elles vont augmenter de 10% en moyenne. Est-ce que vous appelez aujourd'hui... Vous vous rendez compte le catalogue que l'on pourrait faire des mauvaises nouvelles pour les Français en 2024, alors qu'on a besoin d'air, d'oxygène, de jours heureux, comme je milite depuis ma campagne des élections présidentielles, parce que c'est possible. Nous sommes un pays qui pourrait passer un pacte avec les Français pour enfin se projeter dans un avenir heureux. Est-ce que ça veut dire que vous appelez concrètement les militants du Parti communiste, par exemple, à aller soutenir les agriculteurs sur les points de blocage ? Vous le faites déjà ? Mais on le fait. Mais on le fait, nous sommes présents, on apporte à boire, à manger, on nourrit sur les points de blocage les agriculteurs pour les aider à tenir et à tenir bon. Et on est avec eux. Mais il n'y a pas que nous. Moi, j'étais sur un point de blocage, j'ai vu les boulangers apporter les baguettes de pain. Et pourtant, est-ce que vous attendiez plus de Gabriel Attal hier sur cette question de l'agriculture ? Mais les agriculteurs eux-mêmes attendaient des réponses plus concrètes. Au-delà des dérogations, qui ne sont que des dérogations, ils attendaient des mesures concrètes concernant les traités de libre-échange. Alors Gabriel Attal, il peut les dénoncer, les traités de libre-échange, mais enfin, il faut qu'ils soient cohérents. Ces députés de sa formation politique les ont votés entre le Canada en 2018, le CETA, et aujourd'hui la Nouvelle-Zélande. Ils les ont votés. Oui, mais ils les ont votés, les autres. Mais le mouton qui va venir de Nouvelle-Zélande, il ne vient pas tout seul. Il a bien été autorisé à revenir avec des droits de douane nuls. Il faut supprimer tous les traités de libre-échange ? Ce que l'on peut mettre concernant ces traités de libre-échange, c'est deux choses. Un, les clauses miroirs. Les clauses miroirs, c'est s'assurer que dans le pays d'où vient le bœuf ou le mouton, ils respectent les mêmes normes imposées à nos agriculteurs ici. Et là, je mets au défi le ministère de l'Agriculture d'envoyer des fonctionnaires contrôler aussi durement les producteurs de viande en Argentine, au Brésil, que ceux en France. Et la deuxième chose, c'est que quand une filière est menacée, quand nous sommes au bord de perdre notre souveraineté, comme par exemple dans la production de lait, on a perdu 850 000 vaches. On a perdu 850 000 vaches dans notre pays. Eh bien, quand on a une filière qui est en difficulté, on peut mettre en avant une clause de sauvegarde en disant, pour cette filière, stop, basta, on arrête. On protège notre filière parce qu'elle est menacée par les traités de libre-échange. Et ça, c'est dans la loi et nous pouvons le mettre en œuvre. Donc nous avons des moyens législatifs. Mais Gabriel Attal, il dit par exemple que les producteurs laitiers, ils exportent pour 4 milliards. Est-ce que du coup, ça ne va pas nuire ? Mais ils exportent du lait en poudre. Enfin, donc ça ne va pas nuire à la filière laitière de bloquer les libre-échanges. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos producteurs de lait vendent du lait à 35, 38, 40 centimes du litre. Ils consacrent des heures et des heures pour traire les vaches, les nourrir, les soigner. Et de l'autre côté, il y a des industriels comme Lactalis qui, eux, se font du beurre, et alors dans les deux sens du terme, parce que d'abord, pour écrémer le lait, ils font du beurre, ils font du beurre sur le beurre, mais en plus de ça, ils se distribuent des dividendes comme jamais. Le PDG de Lactalis, M. Beignet, est la 6e fortune de France, et son patrimoine, entre 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'est aussi son bilan à Gabriel Attal et à Emmanuel Macron. Son patrimoine, il est passé de 8 milliards à 14 milliards. Il a presque doublé. Est-ce que le patrimoine de nos agriculteurs, il a doublé dans la même période ? Non. Et c'est là où il y a une injustice énorme, c'est que la richesse, notre pays est riche. La richesse que nous produisons,
elle ne retourne pas à ceux qui la produisent, à ceux qui suent, à ceux qui travaillent, à ceux qui soignent. La richesse, elle est captée par une minorité. Et c'est pour cela que nous disons, nous, on n'a pas de problème d'argent, on n'a pas de problème de richesse. On demande juste non seulement une meilleure répartition, mais aussi de pouvoir agir sur la manière dont on produit pour pouvoir faire en sorte que l'on produise sainement, que l'on produise en France, que l'on produise en respectant notamment les nouvelles règles écologiques. Que vous allez sur les points de blocage pour soutenir les agriculteurs, mais vous ne tenez pas du tout le même discours qu'eux. Eux, ils disent stop les normes, on n'en peut plus, on ne veut plus de normes du tout. Pas ça. Si, c'est ce qu'on entend un peu partout quand même. Non. Vous n'entendez pas la même chose. Venez avec moi. D'accord. Venez avec moi. Ils ne vous disent pas stop les normes. Ils disent que sur un marché européen, bien sûr qu'on a besoin de normes. Comment on fait sinon avec d'autres pays agricoles qui produisent des céréales, de la viande, etc. On a bien sûr besoin de normes équivalentes au sein de l'Union européenne. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'il y a parmi ces normes, certaines sont utiles, mais il y a des normes qui sont contradictoires les unes avec les autres, et il y a même la France qui décide de surtransposer certaines normes. C'est ça qu'ils disent. Mais ils ont raison. Comment ça se fait qu'en Belgique, qui est à côté de chez moi, dans le nord de la France, ils ont moins de normes pour produire les pommes de terre que chez nous, à quelques kilomètres après. C'est ça qui les fout en rage. Et ils disent pas qu'il faut plus de normes. Ils disent il en faut pour qu'on ait tous les mêmes règles de production, mais ils disent qu'il y en a de trop dans certains domaines, et de deux, qu'elles sont surtransposées en France. Un dernier mot sur la motion de censure que vous avez déposée avant même le début du discours de Gabriel Attal. Est-ce que c'est pas la preuve que c'est un couple politique plutôt qu'une réponse sur le Premier ministre ? Mais d'abord, c'était pour être certain que l'on puisse pouvoir la voter suffisamment tôt jeudi. Donc, c'est une question de délai. Sinon, on les connaît. Hein. Ils nous mettent la motion de censure à minuit et puis ils sont tranquilles. Mais on sera là et on sera présent pour la voter. Et d'ailleurs, les députés qui feront le choix de ne pas voter cette motion de censure se rendront complices des attaques sur le pouvoir d'achat des Français. La hausse des factures d'électricité, la hausse des franchises médicales, l'absence de mesures pour nos agriculteurs, l'absence de mesures pour augmenter les salaires, pour mieux répartir les marges dans l'alimentation. Eh bien, tout ça, c'est au moment de la motion de censure que l'on va pouvoir enfin s'exprimer et dire il faut dès maintenant dire non à ce gouvernement et qu'il revoie sa copie. Merci Fabien Roussel. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Christelle. Gabriel Attal, qui est évidemment la une de votre journal. Ce matin, on va regarder la une de la Dépêche. Le projet d'Attal pour la France, c'est à la une de votre journal. Merci Christelle. On continue à parler de Gabriel Attal et de la crise agricole dans le club.